Le circuit des dunes. Actuellement, donc, vous êtes ici. Ce que je vous propose, donc, on va prendre le chemin comme tout à l'heure pour aller au nettoyage de plage. Ensuite, ouais. Donc, prendre le chemin ici, on va aller sur la plage. On va revenir sur le haut des dunes pour faire le tour des mares, l'observatoire qui est ici, et revenir par là-bas. Okay. Est-ce que parmi vous, certains connaissent, ou certaines connaissent le site ici? Non, du tout. Pour certains, oui. Oui. Donc ici, donc, on est sur les dunes. Plus tard. La meilleure période pour visiter ici des dunes, pour un peu tout son cortège, toutes ces richesses floristiques, c'est au mois de mai. Fin mai, début juin. Donc là, on est un petit peu tard. On aura tout. C'est sûr? Ouais, on a tout. J'en ai beaucoup, moi. C'est une fois que vous faites? Ah non, tout le monde en a. Ouais. Ouais. Donc ici, donc, on est sur les dunes de Bon-Abri. Les dunes, c'est tout simplement donc, des massifs, des collines de sable. À la différence des autres terrains qui sont autour de vous, où le support que nous fréquentons, que nous marchons, c'est la terre, l'humus. Ici, c'est que du sable. C'est un site assez récent dans l'ère de la planète, hein, de la Terre. C'est un site qui est tout récent. Il a seulement 4000 ans. Ce massif s'est formé il y a 4000 ans. Mais à notre échelle, c'est beaucoup, mais à l'échelle de la planète, c'est rien. À une époque où la mer n'était pas aussi proche, elle était très reculée. Donc il y a eu des périodes glaciaires. Et durant ces périodes glaciaires, il y avait toujours du vent. Le vent a transporté donc des grains de sable vers ici, vers la côte. Le grain de sable est ensuite ralenti par des végétaux ou des supports, des matériaux, et se dépose. C'est comme ça que se forment les premières collines de sable, jusqu'à aboutir ensuite à des collines un peu plus importantes. Ici, c'est un petit massif dunaire, pas très très haut. Connaissez-vous les plus grandes dunes de France? Pilat. Dune Pilat. Combien de mètres de haut? Je sais plus. Combien? Ah non, non. Non. 300. On est sur 100 mètres. Qui est déjà beaucoup, hein. Puisque plus la colline est haute, bah, moins le sable tient forcément, puisque ça roule, hein. Il n'y a pas d'enracinement. Donc pour ceux qui connaissent les dunes du Pilat, qui est l'arc de Arcachon, qui est la différence entre les dunes du Pilat et ici, hormis sa hauteur. La végétation, il n'y a pas de végétation. Ici, on est sur les dunes végétalisées, avec des plantes. Le plus grand désert du monde, c'est le désert du Sahara. Par contre, la différence, ici, Sahara, il n'y a pas de plantes. Ici, il y a des plantes. On va voir, donc les plantes ici ont toute leur importance. À l'échelle de la Bretagne, les dunes en fond de baie sont assez rares. Ici, vous avez la chance de pouvoir donc fréquenter ce type de milieu. Mais il faut savoir qu'à une échelle beaucoup plus grande, rien qu'à l'échelle de la Bretagne, ce type de milieu est très très rare. C'est une des raisons pour laquelle il a fallu donc le classer en site protégé. Et aujourd'hui, donc depuis 1981, c'est un site qui appartient au département des Côtes-d'Armor. Donc tout à l'heure, on va retracer un peu son historique, puisqu'avant de voir ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, ça n'a pas toujours été ainsi. Avez-vous des questions déjà avant d'aller un peu plus loin? Non? Donc les dunes font partie des 4 milieux naturels de la réserve naturelle. Comme milieu, on va trouver ici le plus grand, le plus vaste, c'est la partie qui se découvre à marée basse, c'est ce que vous avez devant vous, c'est le sable, la base, ce qu'on appelle l'estran. Ensuite, il y a les prés salés, qu'on peut tout trouver ici devant Langueux, Ifignac, sur les prairies maritimes, et dans l'estuaire du Gouessant. Troisième milieu, les dunes, et le quatrième, c'est l'estuaire, qui est particulier par sa vallée encaissée. La plante qui est devant vous, vous voyez, hein, elle est en plus fleur, c'est la vipérine. Vipérine, est-ce qu'il y a un lien avec le vipère? Je ne sais pas. Peut-être le fait que quand on la prend un petit peu, elle est légèrement piquante. Légèrement. C'est pas les plantes domestiques? Celle-ci, non. Donc c'est une plante typique des dunes, qui est, c'est vrai, très visible, colorante, elle est très jolie. Par contre, dans quelques semaines, s'il fait très très chaud, elle va totalement cramer. Ce que j'ai pas dit, donc ces milieux dunaires abritent donc et recèlent donc une abondance donc, de la faune et de la flore.
ce sont des milieux particuliers. Hormis que ce sont des milieux sableux, comme vous pouvez le voir, hein, c'est que du sable sous vos pieds. Donc comme c'est un milieu sableux, il faut que toutes les plantes qu'il y a autour de vous s'acclimatent à ce milieu. Il n'y a pas d'engrais ici, il n'y a pas d'apport matière organique, hormis les crottes de chien, qu'on ne devrait pas voir, mais qui a pour autant, et les crottes de lapin. Donc toutes ces plantes poussent ici sous des milieux très pauvres. C'est la particularité de cette plante. Dès lors que vous enrichissez un petit peu, vous changez totalement la composition des plantes. C'est plus les mêmes. Et c'est ce qui en fait sa rareté également. Elles doivent s'adapter donc à ces conditions de sable, d'ensoleillement intense, puisque venez ici dans 2 jours quand il fera chaud, on est un petit peu à l'abri donc de la plage. Il n'y a plus du tout de vent ici, la petite cuvette, hein. Donc il fait très très chaud. Donc les végétaux qui seront en redisol vont vite jaunir, cramer. Donc tout va être jaune assez rapidement. Donc il doit aussi être adapté à subir un ensoleillement, une sécheresse particulière ici. Et aussi les piétinements. Comme c'est un site qui est ouvert au public, les végétaux n'aiment pas qu'on leur marche dessus. Ça va de soi. Si on leur marche trop dessus, à un moment donné, ce qu'ils vont faire, ils vont mourir ou se mettre un petit peu en pause. C'est aussi possible pour les plantes. Quand les conditions ne sont pas réunies pour bien vivre, elles vont se mettre en pause pendant l'été, pour mieux repousser dans des conditions beaucoup plus favorables. Je peux vous donner d'ores et déjà les quelques documents. Je n'en ai peut-être pas pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour obtenir des feuilles? Non, ça c'est clair. Pour découvrir, si vous voulez. On va s'intéresser à la partie basse de la feuille. En fait, ils vous ont dessiné le profil des dunes. Le profil, c'est une coupe transversale. Si vous regardez les dunes de côté, vous allez voir ceci ici. Tout simplement. En effet, hein, ici on est sur la plage. Tout à l'heure on va y aller, vous allez voir. Et ensuite là on monte sur les dunes, on passe derrière les dunes, et on trouve dans des cuvettes d'eau, les mares ici, et les boisements. On peut, sur ce profil, faire des traits pour marquer différentes étapes de la végétation. On va pas trouver les mêmes choses ici et là. En fonction de quoi, à votre avis? Pourquoi on ne trouve pas les mêmes choses entre là? En fonction du sol. La nature du sol. Oui. Ouais, Là, c'est de l'eau douce ici. Oui. Ça bouge, quoi. Déjà. Aussi. En fonction de l'ensoleillement, en fonction de la chaleur, en fonction du sel, des embruns. Tout ceci. Donc on va trouver une diversité différente de là à là. Sur chaque tronçon, ici dune embryonnaire, dune mobile, dune fixe, mare, arrière-dune, on va trouver donc des cortèges d'animaux, des plantes totalement différentes. Et des fleurs aussi. Donc nous, on va tous aller tout à l'heure en bas sur la plage et on va progressivement remonter jusqu'à l'arrière-dune. Ils vous ont mis plein de petites photos là. Et quand on va remonter progressivement, ouvrez grand les yeux, je vous demanderai de retrouver toutes ces plantes là. Une fois que vous les avez, on en parle, je vous donne le nom, vous pourrez compléter progressivement ici. J'ai déjà devant les escargots. En sachant, il y a des animaux, on ne va peut-être pas les voir aujourd'hui. C'est leur milieu, mais on est nombreux, on va faire du bruit, on ne va peut-être pas non plus voir tout ça. D'accord ?
Pour aboutir donc à avoir des dunes comme ce que vous pouvez voir aujourd'hui, végétalisées avec toute leur richesse, bah, il faut aussi qu'il y ait au préalable la partie là. La partie là, c'est ce qu'on appelle la laisse de mer. La laisse de mer, c'est toutes les algues, le bois, les cadavres d'animaux qui viennent s'échouer ici parce que la mer se retire. Et c'est ici même qu'on va trouver aussi tous les déchets, malheureusement. Cette laisse de mer va être le premier appui pour la création des dunes ensuite. Parce que les algues vont retenir le sable qui va venir ici avec le vent. Dès lors que le sable rencontre une difficulté, il va se poser, être ralenti et se poser. Ça peut être des algues naturelles, ou même un poteau. Quand vous avez beaucoup de vent qui transporte le sable, un poteau vertical peut retenir beaucoup de sable derrière. C'est comme ça que se construisent tranquillement les petits monticules. Et c'est grâce aussi à cette laisse de mer qui est actuellement ici assez basse, mais par grande marée, la laisse de mer va être au pied de dune ici, près de la végétation. Et toute cette accumulation d'algues va être aussi une nourriture de base pour les plantes derrière. C'est la seule nourriture, le seul engrais pour les plantes ici. Il n'y a pas d'apport d'intrants au-dessus mur ici. Donc doit être, si on reprend le plan, ici, la laisse de mer. Où on va trouver des plantes, des animaux particuliers. Dans cet amas d'algues, qui n'est pas très frais, ça fait un petit bout de temps que c'est échoué, on va trouver ces petites bêtes que vous pouvez voir l'été sur les plages et qui des fois vous embêtent parce qu'elles sautent sur votre serviette. Ouais. C'est des puces de mer. C'est des puces de mer. Je connais, j'étais à Bienvenue, j'ai ramené des algues. Je pensais en voir ici, mais non, la laisse de mer n'est pas assez fraîche. Ouais. Et en fait, on neuf. Elle aime la fraîcheur. Le vrai nom, puisqu'on va parler un peu scientifique aujourd'hui, c'est le talitre. Talitre ou la puce de mer, plus communément. Et c'est quoi le Talitre. Ça, c'est ce vrai nom. T-A-L-I-T-R-E. Talitre. Un litre. Talitre. Ou puce de mer. Et donc lui, c'est une petite bête donc, qui va dégrader, qui va manger un petit peu les algues, qui va dégrader la matière organique et qui elle-même sera donc la base de nourriture pour beaucoup d'oiseaux. Et puis également les poissons qui vont venir à marée haute. Donc c'est très important. Ah, c'est dans les masses. Ouais. C'est pas la seule, c'est pas la seule invertébrée, mais c'est un des plus courants, le plus abondant. Pourquoi on l'appelle la puce de mer? Elle saute. Bon, si elle saute, Ouais, bah. Elle va sauter jusqu'à 150 fois sa taille. Donc une petite puce de mer qui fait 1 cm, elle peut sauter 1 mètre. C'est comme vous si vous sautiez 150 mètres. Sur un saut, 150 mètres. On ne se rend pas compte de la faculté de ces petites bêtes. Pour nous, ça nous paraît normal qu'elles sautent. Mais si on la compare à notre échelle, là, ça devient impressionnant. Ah, d'accord. On va trouver une plante également ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo. Si. Une plante typique qui va pousser au tout début des dunes. Là, on va pouvoir s'approcher. Si on fait 100 mètres, on la verra là-bas. Il y en a beaucoup. On l'appelle aussi la roquette de mer. La quoi? Parce que la feuille ressemble un petit peu à une roquette. Comment ça? Oui, ça, oui. La quoi vous avez dit? C'est la roquette de mer. C'est pas la salicorne? Non. La salicorne, vous n'avez pas trouvé ici, la salicorne. La salicorne, vous allez trouver plutôt dans les milieux plus vaseux. Ici, c'est très sableux. La salicorne, vous allez la trouver dans l'estuaire du Vieux-Sang ou dans les prés salés, devant Langueux et Fignac. Comme la salade, la roquette. Là, c'est les roquettes de mer. Le vrai nom, c'est caquilier. C-A-K-I-L-I-E-R. Caquilier. C'est vrai que le mieux, c'est d'en voir. Tout à l'heure, je vous en montrerai. Donc, voyez-vous, ici, c'est une zone qui est piétinée, qui est fréquentée. Si on ne protège pas cette zone, derrière, on ne pourra pas avoir de dunes. Car la végétation ne pourra pas pousser correctement, ne pourra pas se stabiliser. C'est une des raisons pour laquelle, voyez-vous, on met de temps en temps des clôtures pour empêcher les gens d'y aller, pour éviter le piétinement. Oui. Et tous ces végétaux qu'il y a devant vous, également, leur grande particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de racines. Ils ont un système racinaire très profond, très développé. Ces petites plantes, donc des graminées,
les racines peuvent aller jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Ce qui veut dire qu'il va retenir le sable. Sinon le sable, avec le vent, il continuera à partir au loin. Hein. Donc ces végétaux piègent le sable et retiennent le sable. C'est pour ça que vous voyez des aménagements un peu partout au bord du littoral. Si on veut protéger notre littoral, nos côtes, tout ce qui va derrière, à mon avis, il faut aussi protéger au plus proche de la mer. Je parle de ce petit oiseau, vous ne le verrez pas aujourd'hui puisque c'est un oiseau qui est un peu plus rare, c'est le petit gravelot. Il a été mis ici puisque c'est son domaine de prédilection au niveau de la laisse de mer. Parce que lui, il va se reproduire à même le sol, sur le sable ou des galets. Galets. Il s'est reproduit il y a quelques années ici. Par contre, très sensible au dérangement, au piétinement, ça va de soi. Car ses œufs, pas plus gros que ça, ressemblent à des galets. Donc on peut trouver donc des nids de petits gravelots au bord de côte. Il y a d'autres espèces de gravelots, le gravelot à collier interrompu, qui vient nicher au sillon de Talbert, un grand cordon de galets. Là-bas, il y a beaucoup de reproduction. Donc il protège, en mettant des clôtures, ces nids, puisqu'on pourrait marcher dessus sans s'en apercevoir. Donc là, on est vraiment donc, sur la laisse de mer ici. Oui, le renard, le chien, le chat. Ouais. Et le grand prédateur donc, au sillon de Talbert, c'est la corneille. Ah ouais, d'accord. Qui va manger les œufs. Ouais. Ça, ouais. Et à tel point que lorsqu'ils identifient, lorsqu'ils repèrent un nid, lorsque les personnes, donc mon équivalent là-bas, repère des nids de petits gravelots, de gravelots à collier interrompu, il va le protéger par un enclos. Autrefois, il mettait l'enclos de part et d'autre du nid. Donc le nid était en plein milieu. Les corneilles avaient compris ça. Dès qu'ils voyaient un enclos, ils venaient au milieu, manger les nids, manger les œufs. Maintenant, ce qu'ils font, lorsque le nid est là, ben, l'enclos, il faut comme ça. Donc au plus proche, certes, des visiteurs, des promeneurs, mais au moins, ça échappe un peu plus important aux corneilles. Qui eux est habitué que le nid était toujours au milieu. Ouais, ici, quoi. Ah bah oui, ouais. Donc quoi, il y a aussi une adaptation des animaux. Mais ici, on n'a pas ces gravelots. Ici. Petit à petit, donc, on va quitter la laisse de mer. On va rentrer donc, dans des petites collines un peu tumultueuses. On appelle ça la dune embryonnaire. Une fois que la laisse de mer est bien remontée par les grandes marées, qui va commencer à piéger le sable, on va voir les premières plantes s'installer. Donc le caquilier, pas que, les graminées également. Donc on va reprendre le chemin et je vous demanderai de repérer la plante, cet escargot Il y en a dans le passage. et une graminée qu'on appelle l'oya. Ah ouais, Il y en a plein des... Donc on est toujours dans la partie d'une embryonnaire, Je vois pas c'est quoi le nom. du mobile. L'oya. Mais je parlerai tout à l'heure. En effet, dès qu'on a quitté la plage, jusqu'ici on en voit beaucoup. Hein. Donc, on a quitté la plage, on était là, donc au niveau des dunes embryonnaires, les premières plantes. Et ensuite, là où il y a les personnes, on retrouve des cuvettes. On est en limite de la dune mobile. Dune mobile, car c'est une zone du massif dunaire qui peut évoluer au gré des tempêtes, malheureusement. C'est pas encore stabilisé. Donc on va trouver l'escargot des dunes. On l'avait vu au sol, sur des plantes, Sur les poteaux aussi. sur les poteaux, beaucoup. Donc lui, c'est un petit animal qui va vivre typiquement dans les dunes. C'est l'escargot des dunes, L'escargot des dunes, c'est tout simplement. Mais ce qui est marrant avec lui, en journée, vous allez le voir perché sur les poteaux, sur les plantes, ce qui n'est pas du tout le cas la nuit. Car c'est un petit escargot qui va chercher la fraîcheur. Donc la nuit, quand il fait froid, frais, l'escargot, comme tout escargot, il est au sol, en train de s'alimenter. Dès que les températures grimpent la journée, ici dans les dunes, l'été, il va grimper sur un support, une plante, un poteau, pour chercher la fraîcheur, le vent. Donc l'été, quand il fait très chaud,
vous allez pouvoir voir des accumulations de centaines d'escargots en haut des poteaux. Autrement, actuellement, vous pouvez en voir un peu partout, mais essentiellement quand même en haut des plantes. Ils mangent quoi? Ils mangent pas. Il se nourrit du microfilm qu'il y a sur les feuilles. Hein. Il broute, hein, comme la limace. La fleur rose, est-ce que vous l'avez repérée? Tout le monde? À quoi elle vous fait penser? La forme de la fleur? Non. Une fleur que vous avez dans vos jardins, dans les parcs, qui n'est pas forcément désirable, qui pousse très vite. Et oui. Couleur blanche. Bah, c'est la famille du liseron. C'est comme l'escargot, c'est le liseron des dunes. Bonjour. Pardon? Et on va le trouver typiquement dans cet espace-là. C'est pas c'est pas la seule plante, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Mais voilà, elle est facilement reconnaissable ici. Donc liseron des dunes. Et l'autre plante que vous avez en photo. Est-ce que vous commencez à la voir? C'est sur l'action, là. Presque. Elle est un peu plus haute. Bon. J'espère que tu filmais pas. Elle est mise ici, mais on va monter un peu plus haut pour la voir. C'est là plus haut alors? Un peu plus haut, ouais. Nous, ça ressemble un peu à ça, quoi. Comment? C'est Loya. Oh, elle s'appelle Loya, celle-ci. C'est une graminée qu'on va trouver un peu plus haut, avec une grande inflorescence, un grand épi si vous voulez. Bah, Loya, c'est une plante typique des dunes. Hello. Parce qu'elle a un grand système racinaire, et quand les dunes sont dégradées, qu'est-ce qu'on peut faire aux plantes cet Oya? C'est Oya. O-Y-A-T. Vous avez pas un alors? Donc la dune mobile, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ça va donc du groupe derrière vous, jusqu'à la partie haute où il y a des piquets. Tout ceci c'est la dune mobile. On va continuer le chemin, grimper jusqu'en haut, pour atteindre donc la dune fixée, la partie la plus haute du massif dunaire. Sur le chemin, je vous demanderai de repérer cette plante. Ouais, c'est celle-là que je cherchais tout à l'heure. Mais il faudra bien ouvrir l'œil puisqu'il y a un pied seulement. On n'est pas un site particulièrement riche en ces plantes. Donc il y a un pied entre ici et les hautes dunes. Donc c'est une plante piquante. Non, c'est une plante piquante, argentée, gris argenté. Comment? Non, tout à l'heure je donnerai le nom, mais essayez de la repérer. Donc soit à gauche, soit à droite. Si je dis le côté, ça sera trop facile. Donc regardez à gauche, à droite. Essayez de la repérer. Ok? Connaissez-vous son nom? Non plus, mais On peut l'appeler, c'est la queue de lièvre. que le lièvre. Par contre, pas vraiment une queue de lièvre. Non, un peu touffu, Vous l'avez au dos de votre feuille. Au dos. Son vrai nom, c'est lagure. Lagure ovale. Agure. Lagure. Lagure. D'accord. Quand on la voit en forte densité, c'est pas forcément très bon. C'est une plante qui pousse dans les zones dégradées. Les zones dégradées, c'est les zones qui sont piétinées ou remuées. On en voit beaucoup dans les chemins qui sont fréquentés, parce que c'est une des rares plantes qui pousse sur les zones piétinées. Donc là, on peut en voir près des chemins, de part et d'autre. Donc que de lièvre, pour retenir, c'est plus facile. En haut de dune, donc sur la dune fixée, on va tout de suite avoir une végétation totalement différente. Ce sont des prairies assez rases, qui sont souvent à l'abri du vent, donc du coup des plantes qui doivent s'adapter à des conditions d'ensoleillement avérées.
Et certaines d'entre elles vont créer des stratégies pour pousser. Certaines plantes, on va trouver des géraniums. Je regarde si on en voit par terre, un peu plus bas. Donc géranium, vous connaissez ce que c'est le géranium, dans la jardinerie, donc une fleur assez abondante. On va le trouver également ici, il y a un type de géranium, mais tout petit. Parce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement, des conditions défavorables pour leur croissance, certaines plantes comme celle-ci vont se miniaturiser. Pourquoi à votre avis? Moins de surface au soleil, ils vont perdre moins d'eau, donc moins d'évaporation, d'évapotranspiration, pour mieux survivre. D'autres plantes, comme les graminées, comme l'Oya qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, l'Oya, typiquement, c'est ce qu'il y a derrière vous. Voyez-vous les grands épis vert clair? Ça, c'est la plante typique des dunes, pour tenir les sables. C'est une graminée, l'Oya, O-Y-A-T. Donc cette plante, pour rester dessus, qui a des feuilles donc, comme celle-ci, longues mais peu larges, qu'est-ce qu'elle peut faire comme, pour mieux survivre l'été, pour éviter trop de surface au soleil? On met un parasol dessus? Pourquoi pas, hein? Ça se couche. Non, Non, pas celui-là. elle se referme. Ouais. Donc les feuilles, elles sont comme ça. Ce qu'elles vont faire, elles vont enrouler leurs feuilles pour limiter l'évapotranspiration, moins de surface au soleil et garder l'humidité intérieure. C'est aussi une stratégie pour mieux survivre au fort ensoleillement. Donc ici, sur la dune fixée. Sur votre feuille, vous avez d'autres photos. Ici, vous avez deviné ce que c'est? Lézard. Donc c'est son domaine, le lézard vert. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je sais pas, mais je sais qu'on avait développé en septembre. Non. Lui, il vit au sol. Hein. Le lézard, donc typiquement, on en trouve beaucoup ici. Hein. Dès qu'il y a un peu de soleil, dans toutes les broussailles, vous entendez un truc partir, c'est un lézard. Pour le voir, c'est plus compliqué. Tout à l'heure, ce qu'on va en voir ou entendre, possible, mais c'est pas très chaud aujourd'hui. Hein. Et cette plante-là, on va la voir tout à l'heure en bas. Elle est plus haute. Elle est plus bas. Et petit à petit, donc, on va aller vers un autre milieu de mare, plus frais, plus humide. Donc on va prendre le chemin là. Vous serez venu ici il y a 3 semaines, c'est un beau tapis rose mauve. Donc là il y a une station d'orchidées, orchis négligée, ça s'appelle. Un peu plus loin, il y en a d'autres aussi. Et le massif de Bon-Abri, c'est l'un des 3 derniers sites des Côtes d'Armor où elle est présente. Parce qu'il lui faut quoi? Il lui faut du sable, support de dune, de sable, de l'humidité et surtout pas de concurrence avec les arbres. Ouais, c'est ça. Là, typiquement, pour préserver cette orchidée ici, ce qui est fait, c'est des coupes d'arbres de temps en temps pour laisser la lumière rentrer et pour que cette plante puisse perdurer. Donc là, il y a quand même un joli tapis d'orchis négligé. On sent, hein, c'est un peu plus humide. Quand on s'y connaît un petit peu, donc on va trouver des plantes également qui sont typiques des zones humides, qui sont là-bas. Là-bas, c'est de l'eupatoire. La menthe aquatique également, qu'on va voir un peu plus loin. Et des fougères, tout ça. Fougères également, puisque ici on a tendance à ce que le boisement derrière colonise petit à petit la dune. Le bois avance. Quand la dune progresse vers la mer, tous les cortèges, tout ce que vous avez vu ici, progresse également vers la mer. Il y a 50 ans, les boisements s'arrêtaient 50 mètres derrière moi. Aujourd'hui, ils sont presque arrivés ici, quoi. Donc, un des objectifs ici, c'est de pouvoir maintenir cette diversité de milieux. Donc, du coup, il y a des coupes d'arbres qui sont réalisées donc, de temps en temps par les brigades vertes
qui interviennent ici. C'est voilà, une gestion pour préserver ces milieux de prairie. Il y a donc quand même aussi beaucoup de plantes certes, mais aussi beaucoup d'autres animaux. Plus ça fait audio au milieu aquatique, ce qu'on entend tout à l'heure. Donc tout ça c'est donc les grenouilles. Donc tout est des amphibiens, donc il y a 7 espèces différentes d'amphibiens. Il y a la grenouille verte que vous connaissez tous. Il y a cette grenouille également que vous avez en photo, qui est très difficile à voir, mais qui est présente ici, qui est bien présente. La petite verte qui est tout petite. C'est quoi comme grenouille celle-là? C'est la rainette. La rainette. Rainette verte. Je veux voir si c'est la rainette, je veux voir la rainette. Elle est sur la Il est plus feuille. facile de l'entendre que de la voir. Il n'y a pas de rainette. Et cette rainette-là, elle a des ventouses sur les pattes. Des ventouses pour pouvoir grimper aux arbres à 7 mètres de hauteur et pouvoir faire son chant et attirer les femelles. On pourrait l'entendre, mais peut-être pas encore assez chaud aujourd'hui. Après, donc il y a les crapauds, il y a d'autres. Il y a le petit crapaud qui est en photo sur la fiche panneau Lamar, qui est au milieu à droite. C'est un tout petit crapaud, brun avec des petites taches vertes. Ça c'est le pélodite. Enfin, donc il y a 7 espèces différentes. Il y a des reptiles qui aussi profitent de ces conditions humides telles que la couleuvre. Beaucoup d'oiseaux qui viennent ici toute l'année. Certains viennent même carrément nicher. Tout à l'heure on a pu percevoir quelques oiseaux. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Le canard colvert. Et celle que vous avez en photo, c'est la poule dorée. Tout à l'heure on l'a vue. Ouais, poule d'eau, oui. Et ben, à quelques jours près, vous aurez pu la voir sur le nid. Puisqu'il y a un nid à 10 mètres devant vous là, dans les iris. Moi je suis comme d'eau. La semaine dernière, on pouvait encore voir les petits dans le nid. là. Ils sont partis dans les arbres. Moi, je vois dans la venue ça. On les récupérer dans les arbres. Ah oui, c'est la poule dorée. Bec rouge. Tout à l'heure, on l'a vu nager sur l'eau. Et puis bien sûr, hein, beaucoup de libellules, beaucoup d'insectes hein, qui vivent dans l'eau. Hein. Je n'ai pas tout énuméré, mais ici, sur ce petit massif, on y a recensé 1400 espèces. Ah, c'est quand même bien diversifié sur un petit Plus de 400 espace, hein. espèces. Eh ben, poule d'eau. C'est beau tout au bout. Les parents et les petits derrière. Donc plus de 400 espèces de plantes, 130 espèces de champignons, des centaines d'espèces d'insectes, etc. Donc 1400 espèces. Donc c'est un lieu petit, c'est un hotspot de biodiversité, donc très riche. C'est un des sites les plus riches du département, des Côtes-d'Armor. Il faut dire aussi que c'est un site qui concentre beaucoup d'intentions, beaucoup d'observations, qui attire beaucoup de naturalistes. Donc forcément, des nouvelles espèces sont régulièrement découvertes ici. Non pas qu'elles sont apparues nouvellement, mais elles étaient là, mais pas encore vues. Mais c'est aussi, comme c'est un site très joli, c'est un site très fréquenté. Et la fréquentation augmente de plus en plus, parce que de 22 000 passages, parce que sur une des 2 entrées, là où il y a la barrière, il y a un éco-compteur. Dès que vous passez, vous êtes comptabilisé, vous êtes fiché. De 22 000 passages en 2010, on est à 28 000 en 2018. Donc plus 6 000 en 8 ans, ce qui est normal puisque le littoral attire de plus en plus. Nous avons de plus en plus de temps libre, donc forcément la fréquentation ne fait qu'augmenter. Et ce n'est pas sans poser de soucis à la nature en général, encore plus sur un site petit, fréquenté ou surfréquenté. Quels dégâts ça peut occasionner? Oui. Ouais, je sais. Ouais, la pollution. Les poules, les grenouilles, ils aiment bien l'eau. Ça non? Non. Ils Donc aiment le bien bruit, Voilà, par le parler, encore si c'est pas ce qu'il y a de pire. la reproduction. Écraser les œufs. Ça peut, oui, plus il y a de monde à passer, plus forcément on peut perturber aussi détruire des espèces en piétinant, mais aussi des gens qui viennent avec le chien de liberté. Le chien c'est interdit ici. Le chien, je l'ai vu, donc peut très bien aller dans les mares, chasser les petits pots d'eau, voire les manger. Donc il peut y avoir une perturbation intentionnelle ou non. Mais aussi ce qu'on constate ici, c'est que des fois il y a du camping. Le camping dans l'état, même si c'est interdit dans les dunes, comme sur les plages, c'est pas tant l'activité qui est perturbante, mais très souvent le camping occasionne quoi? Faire des Exactement. feux, faire des machins, avec des trucs Le comme feu. ça.
il faut faire cramer les plantes et les déchets. Combien de fois vous pouvez voir du camping sur des plages ici? On arrive au petit matin, c'est des canettes partout autour, cassées en mille morceaux. Donc c'est ça le gros souci. Donc c'est les déchets. Coca-Cola, est-ce que les ados vont voir? Oui. Et après c'est la circulation aussi des véhicules à moteur. Les motos, les quads sur les plages. Ici c'est rare heureusement. Même un vélo, hein. Un vélo qui peut paraître anodin. Les roues ça accroche. S'il y a beaucoup de vélos à passer sur du milieu sableux, ça va creuser le sable et à la longue, toujours sur le long terme, le milieu va se dégrader. Et là malheureusement on arrivera donc à une étape de nos retours où on sera obligé d'interdire l'accès. Pour tuer les choses, voilà, donc on a vu quelques espèces différentes. Voilà, on est sur un site très très riche, site très riche mais aussi très fragile. Voilà, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, s'il faut retenir certaines choses de la visite. Avez-vous des questions? Non, puisque aujourd'hui aussi c'est intéressant et surtout des fois indispensable que le public voie ce qu'on peut protéger. On peut aussi passer des messages de prévention. Il y a des panneaux sur le site, la présence. Des fois ça ne suffit pas. Voyez-vous, donc par rapport à la thématique déchets, là actuellement Alice travaille donc est actuellement en stage. Une de ses missions, c'est pendant donc, ce mois de stage, c'est de recenser les déchets au sein des dunes, sur les chemins qu'on fréquente là. Malheureusement, on passe tous les 2 jours et tous les 2 jours on trouve des déchets. En premier lieu, les mégots de cigarettes. Ouais. Papier, bonbons, papier alu, canettes, mouchoirs, etc. L'année dernière, ce même travail a été fait par un stagiaire. En 1 mois, il a collecté 250 déchets. Et on est quand même sur un site protégé, quoi. Les gens, nous tous aujourd'hui, on cherche un cadre naturel, préservé, pour se promener. C'est plus agréable que d'avoir des poubelles autour de nous. Et malgré cela, les gens repartent quand même en laissant une trace qui ne s'est pas ramassée, qui va rester très longtemps ici, quoi, sur le site. Donc il y a la sensibilisation, qui est importante, mais des fois donc ça suffit pas. Donc il y a aussi la verbalisation, qui est un bon remède. Je trouve que c'est pas assez indiqué que c'est protégé à part à l'entrée du parking. Oui. Et ailleurs, il n'y a pas de panneau. C'est vrai qu'il y a le grand panneau qu'on a vu à l'entrée. Ouais, mais il suffit que quelqu'un nous ouvre le grand panneau. Après, il y a des pictogrammes. Ouais. Après, bien sûr, on peut toujours faire plus. Ouais. Après, on va nous dire, bah, mais il y a trop de panneaux aussi, trop d'interdictions. On est des citoyens. Et après, sur quelque chose, si on n'est pas capable de. Je sais pas, moi, je me mettrais pas. Sur les déchets, c'est interdit partout en France. Ouais. Tout à fait. Donc, il faut changer nos habitudes. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Donc, puisque pour des personnes, jeter un mégot de cigarette, c'est naturel. Voilà, donc, il faut qu'on change nos habitudes pour bien de tout le monde, quoi. C'est à tout le monde aussi de prendre ses. Exactement. Une personne fait déjà ramasse, ben ça fait tous. Après, tu n'es pas là pour faire le gendarme non plus, quoi, entre guillemets, mais si, de temps en temps. Pas tous les jours, c'est pas ça. C'est pas le but du jeu, quoi. On va pouvoir poursuivre le chemin. Si vous voulez plus d'informations, donc il y a le site internet de la réserve, où il y a toutes les informations là, hein, que vous pouvez trouver, qui est plutôt bien fait, avec des photos, etc. Et puis après, vous pouvez aussi revenir avec vos familles, vos amis, profiter du cadre. Non, pas en quad. Tout ça, ouais. On va reprendre le chemin jusqu'au parking.